qui vit et merci d'être au rendez-vous de l'émission Insight Africa que je ferai le plaisir de vous présenter ce vendredi 23 août 2019. Mon nom, c'est Souleymane Harouna, ou Soul tout simplement. Ce soir, je reçois sur ce plateau, avec la collaboration technique du réalisateur Malik Sall, M. Olivier Dossou, analyste politique, l'homme des cafés politiques dans la diaspora, celui-là même qui a initié pour la première fois une marche de protestation devant l'ambassade du Bénin en France pour dénoncer le régime totalitaire du pouvoir talon. Monsieur Dossou, que j'aime tant appeler l'académicien de la diaspora, va débattre avec nous en première partie d'une thématique dont l'articulation est la suivante: l'isolement diplomatique du Bénin, les causes, les conséquences et les solutions pour que le pays, berceau des conférences nationales en Afrique, puisse retrouver ses lettres de noblesse. En deuxième partie, nous allons toujours débattre avec mon invité des problématiques suivantes. Fermeture des frontières bénino-nigérianes, tentons vers une asphyxie économique du pouvoir dit de la rupture, quand on sait que ce pouvoir battait déjà des ailes. Ensuite, nous allons parler de la restitution des corps des victimes du 1er et 2 mai 2019. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon éminent invité, Olivier Dossou. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Souleymane Harouna. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent de par le monde, qui sont connectés. Je les salue bien chaleureusement. Alors, à l'entame de cet échange-là que nous aurons au sujet de la situation politique dans notre pays, qui est très grave, comme vous le savez, je voudrais avoir une pensée très émue pour les victimes des répressions barbares qui sont tombées lors des manifestations du 1er et du 2 mai à Cotonou, et également les répressions sanglantes qu'il y a eu dans les zones Nago de Tchaourou, Save et Kilibon. Voilà, grosso modo, un peu ce que je pourrais dire à l'instant. Merci pour le rappel. Et donc, Monsieur Olivier Dossou, et voilà, aujourd'hui, le Bénin, sur le plan diplomatique, est isolé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire les causes, les conséquences et les solutions pour que ce pays, berceau des conférences nationales en Afrique, puisse vraiment retrouver ses lettres de noblesse? Vous avez la parole. Merci, Monsieur Souleymane Harouna, pour cette interpellation. Il faut dire que on ne peut pas parler de l'isolement diplomatique aujourd'hui du régime dit de la rupture sans faire allusion à ce que fut la conférence nationale des forces vives de la nation, donc de février 90. Alors, il faut rappeler que le Bénin a toujours connu effectivement une instabilité politique durant les premières heures de son indépendance, notamment entre 1960 à 1972, marquée par une série de coups d'État avec des gouvernances répétitives, avec grosso modo 3 ou 4 leaders qui faisaient la pluie et le beau temps. Je citerai donc le président Hubert Maga, qui fut le premier président de la République du Dahomey, à l'époque comme ça s'appelait. Nous avions ensuite le président Souroumigan Apiti et ensuite le président Justin Tometi Aromadegbe. Et ensuite, vous avez le 4e larron, évidemment, qui était le président Émile Derlin Zinsou, qu'on appelait habituellement Lolo pour les intimes. Alors, donc, ces 4 leaders-là, entre 60 et
grosso modo 68-69 jusqu'au 10 décembre 1969 qui a connu l'éviction du président Zinsou par à l'époque il était chef d'état-major, je veux parler de Kwandote Iropa Maurice. Nous avons toujours connu des espèces de ping-pong politique. Voilà, Kwandote Maurice, ça nous rappelle quelque chose, celui-là même dont Aroma Degbea dit qu'il est spécialiste des coups d'État pendant la conférence nationale. Exactement. Et donc, ensuite, à partir de 69-70, nous avons connu, jusqu'à 71 à peu près, nous avons connu une période de conseil présidentiel, ce qu'on a appelé le monstre à trois têtes. C'était en fait une rotation présidentielle par les différents grands leaders qui étaient véritablement ceux qui se sont combattus au sortir de l'indépendance en 60. Je veux nommer donc le président Hubert Maga, vous avez le président Souroumiga Apiti et ensuite le président Tometi Aromadegbe. Donc le pouvoir était comme une espèce de tontine qu'on devait se répartir à tour de rôle. Ce qui s'est passé, c'est que ça a plongé le pays dans une instabilité chronique puisque ces différents leaders se détestaient et ne s'appréciaient pas. La conséquence directe fut un retard au niveau économique et social du pays et surtout une instabilité politique. Alors, à partir de 72, nous avons connu un coup d'État par ce qu'on a appelé les jeunes cadres de l'armée, qui étaient amenés par le feu président Mathieu Kérékou. Donc, de 72 à 89 ou 90, nous avons connu donc une ère de révolution marxiste-léniniste. Et justement, cette révolution marxiste-léniniste va arriver effectivement à son apogée, à son déclin à partir de 89-90. Et en 89, vous aviez la grève des étudiants à partir de janvier, élèves étudiants en janvier. Et ensuite, autour de mars à juillet, vous avez également les enseignants qui se sont joints à eux. Et le président Kérékou n'avait autre choix que de capituler. Alors, comme il ne pouvait pas perdre la face, il a fait habilement en organisant les conditions d'une espèce d'états généraux de la vie politique béninoise. Et c'est ce qu'on appelle la Conférence nationale des forces souveraines. Alors, cette conférence des forces souveraines-là s'est passée justement très très bien. Attends, il y a juste une précision, c'est que le son, les gens n'ont pas le retour au niveau du son. En ce qui concerne ceux qui sont connectés, ils n'arrivent pas à entendre très bien le retour du son. Est-ce qu'on peut le régler au niveau de la technique? Oui, je pense que Monsieur Malik, c'est fait. Je pense, allez-y. Alors, donc, si ça s'est fait, il faut dire que nous avions connu donc par la suite donc un régime de transition qui s'est mis en place à partir donc de février 90, ok, qui a abouti donc à une transition politique et par la suite aux premières élections pluralistes et démocratiques. C'est pour cela qu'on a parlé du renouveau démocratique, parce qu'entre 60 et 72, nous avions déjà un processus démocratique qui, cas fonctionnait. Donc, ce système-là qu'on a appelé le renouveau démocratique, il fonctionnait sur deux piliers essentiels. C'est important de comprendre ça, parce que ça détermine pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation en ce qui concerne l'isolement diplomatique du président Talon. Ce système reposait sur deux éléments, disais-je. Les deux éléments sont le consensus politique au niveau des forces vives de la nation au plan intérieur. Ça a été un des acquis du renouveau démocratique et de cette conférence nationale. Et ensuite, vous aviez, au plan exogène, vous avez justement une forme de soutien diplomatique sans faille de la plupart des États
occidentaux comme la Suisse, la France, l'Italie, l'Allemagne fédérale, les États-Unis qui ont porté à bout de bras ce processus. Donc, à partir du moment où... s'il vous plaît, donc, ce processus, et on était en 89 ou en 90? J'aimerais un peu... Non, la 89 voit la faillite totale du régime marxiste-léniniste. Et à partir de février 90, le général Mathieu Kérékou donc, convoque donc, avec les forces vives de la nation, et c'était dirigé par un prélat qui était Monseigneur Isidore de Souza, donc la conférence des forces vives de la nation qui a duré exactement 10 jours. D'accord. Donc, par la suite, donc à partir de mars 1990, le Bénin reçoit déjà les félicitations du gouvernement français. Et par la suite, vous avez la plupart des États de la communauté européenne, les États-Unis, etc., qui vont se réunir. Vous avez même le sous-secrétaire d'État le sous-secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, M. Kevin Melwood, qui est venu à Cotonou rendre visite au Premier ministre de transition, puisque lorsque nous avons fini cette conférence nationale des forces souveraines, il a été décidé qu'on aurait une période transitoire d'1 année, ce qui a couru grosso modo de mars 90 à mars 91 jusqu'en avril 91, les premières élections pluralistes et démocratiques du renouveau démocratique. Et ça a conduit à l'élection du président Soglo. Monsieur Dossou, reculez un peu derrière, tout juste un peu, voilà, c'est mieux. D'accord, allez-y, s'il vous plaît. Donc, ce processus-là qu'on a qualifié de renouveau démocratique, il reposait donc sur les 2 piliers que j'ai expliqués tantôt. Le consensus au niveau interne en ce qui concerne l'ensemble des forces vives de la nation, et de l'autre côté, au niveau international, vous aviez un soutien diplomatique de premier plan en ce qui concerne les États-Unis, la France, le Canada, la Suisse, et j'en passe. Donc, à partir du moment où vous avez un système qui repose sur les 2 piliers que je viens de décrire, lorsque un pilier manque, forcément l'autre pilier s'effondre. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'à partir du moment où le président Patrice Talon est venu et a organisé en avril 2019 des élections exclusives, arbitraires, iniques et complètement chaotiques, vous avez le consensus au plan interne qui a été rompu. Et ça s'est suivi des soulèvements populaires, des manifestations et une vague de répression. Et à partir du moment où ces élections ont été déclarées valides par des institutions à la solde du président Talon, nous avons assisté tout de suite à une condamnation unanime de la part des pays occidentaux et même des institutions internationales africaines. J'en veux pour preuve le communiqué de la CEDEAO, qui a désapprouvé complètement les élections qui se sont passées au Bénin. Vous avez vu également le communiqué de l'Union africaine, qui a condamné les élections qui n'étaient pas compétitives. Il y a un retour au niveau du micro, là. Je sais pas pourquoi. Oui, je pense que ton cellulaire est allumé, je pense. C'est bon, j'étais en train de tester le son, c'est bon. OK. OK. Donc, vous avez ensuite également l'Union européenne au niveau du service d'action extérieure qui est dirigé par une Italienne, Madame Federica Mogherini, qui a également condamné ces élections non compétitives, non exclusives et totalement arbitraires. Les Nations unies également ont joint leur voix à cette indignation internationale-là. Et avant cela, il est important aussi de dire qu'il y a eu une série de missions diplomatiques au niveau du Bénin qui sont venues interpeller le chef de l'État et lui demander de reporter ces élections et de créer les conditions d'un consensus. Le mot n'est pas trop fort, d'un consensus au plan interne pour aller vers des élections stables. Parce que le Bénin avait véritablement une marque déposée. Le Bénin a une
une expertise et une antériorité en matière d'élections crédibles, transparentes et stables. Vous n'êtes pas sans savoir que le cycle des conférences nationales s'est ouvert au niveau de la plupart des pays africains à partir du modèle béninois qui s'est exporté. C'est-à-dire que ce modèle béninois, même dans les universités, il fut sérieusement étudié, ce qu'on a qualifié de transitologie, c'est-à-dire le passage d'un régime dictatorial dur à un régime transitoire et ensuite à des élections pluralistes. Ça s'est fait au Bénin par ces deux éléments que je viens de vous expliquer. Et c'est ici aussi le lieu de rendre un grand hommage à la sagesse des hommes de qualité que nous avions eus, qui ont conduit cette expérience-là. On a parlé des hommes d'appareil, notamment le président Kérékou, et l'ensemble même de son bureau politique au niveau du PRPB. On a parlé également du prélat, Monseigneur Isidore de Souza. Comment ne pas le mentionner? Vous avez ensuite la diaspora. Déjà à cette époque-là, nous parlons de 90, la diaspora béninoise était déjà très impliquée dans ce processus-là de retour à un ordre politique stable et démocratique. Vous avez également le rôle de l'armée et toute cette dynamique, et également le rôle de l'international, donc les puissances internationales qui ont soutenu ce processus. Donc c'est ce processus-là aujourd'hui qui est liquidé, qui est liquéfié aujourd'hui par la gouvernance arbitraire, scandaleuse et complètement criminelle du président Talon. Il faut dénoncer et combattre afin que nous revenions à l'ordre démocratique, constitutionnel, à un véritable état de droit. Mais pourtant, on dit que le président Talon est très adulé, est très adulé par... des gens disent, sont même allés dire que le Rwanda est un de ses, son modèle politique, il s'inspire du modèle rwandais. Et donc aussi, au niveau de la France, on dit quand même qu'il a des entrées. Et donc au niveau du Congo, nous avons vu le ministre des Affaires étrangères, M. Agbenossi, être reçu par le président Sassou Nguesso. Est-ce qu'on peut dire avoir ces aspects? Est-ce qu'on peut dire que vraiment que le régime Talon est vraiment isolé? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a plusieurs choses. On va aller étape par étape. Lorsque nous parlons d'isolement diplomatique, vous avez fait allusion en dernière analyse de la tournée diplomatique du ministre Agbenossi. Je dois vous rappeler que le ministre Agbenossi, il disait au départ qu'il n'y avait pas crise. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais au lendemain des élections chaotiques et complètement ruineuses que nous avons connues, le ministre Agbenossi, sur instruction de Patrice Talon, avec certains membres de son cabinet, dont le ministre de la Sécurité, Sakalafia, vous avez également le secrétaire général de la présidence, Pascal Koupaki, ont fait un certain nombre de capitales africaines. Sont allés au niveau du Congo-Brazzaville, rencontrer le président Sassou Nguesso pour essayer de vendre un narratif, un storytelling, mais qui n'a pas pris en ce qui concerne le soutien de Sassou. Ils sont allés ensuite au niveau du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Mais en ce qui concerne le Nigeria, et vous voyez très bien l'isolement diplomatique, vous savez, il y a des convenances diplomatiques. Vous ne pouvez pas refuser de recevoir un membre de l'organisation sous-régionale, donc de la CEDEAO, qui souhaiterait vous recevoir. Mais par contre, le président Bouhari a opposé une fin de non-recevoir à la délégation béninoise. Donc, ils se sont contentés de rencontrer juste le vice-président Yemi Osibanjo et puis le ministre des Affaires étrangères. Ils ont porté leur message, mais ils n'ont pas eu l'oreille, l'écoute des autorités nigérianes. Parce que, qu'ils vous souviennent que avant les élections controversées, le Nigeria a dépêché au niveau du Bénin plusieurs missions politiques, notamment une qui était dirigée par le vice-président Yemi Osibanjo, le professeur Yemi Osibanjo. Ils sont venus à Cotonou. Patrice Talon n'a pas daigné les recevoir.
Alors, donc, et il a opposé une fin de non-recevoir, il a essayé de ruser, comme son slogan ou même sa doctrine politique étant la ruse et la rage. Donc, ça n'a pas marché. Mais par la suite, ce qui est important de comprendre, Oui. c'est que ils sont passés en force, ont tué les Béninois, ont volé des élections. Mais ils ne s'attendaient pas à un tel rejet au niveau international, aussi bien au niveau médiatique, mais surtout au niveau diplomatique. Je vous dis que tous les partenaires extérieurs diplomatiques du Bénin ont condamné uniquement ces élections. Et ça veut dire quoi? Quelle est la conséquence au plan politique? La conséquence au plan politique, c'est que le Bénin a ratifié un certain nombre d'accords qui font de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, l'organisation des élections crédibles, des conditionnalités politiques dont on ne peut pas se passer. Ce n'est pas une commodité ou selon les caprices de talent. Et une élection est démocratique lorsqu'elle est inclusive, lorsqu'il y a participation, lorsqu'il y a consensus. Une élection n'est pas dite démocratique parce que la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle l'a validée, encore moins la Sénat aux ordres. Donc, une élection est démocratique dans ce sens-là. Alors, donc, pour revenir à tout ça, aujourd'hui, le régime est dos au mur. Pourquoi? Vous verrez très bien que l'isolement diplomatique dont nous parlons procède de 2 ou 3 ordres. Il y a d'abord le fait que le président Patrice Talon, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a toujours méprisé la diplomatie béninoise. Il ne participe pas au sommet de l'Union africaine. Lorsqu'il vient au pouvoir en avril 2016, en juillet 2016, il y a un sommet de l'Union africaine, le 27e, qui se déroulait à Kigali. Et on devait parler de la réforme de l'Union africaine et d'un certain nombre de choses. Le président Patrice Talon a boycotté cette réunion, arguant du fait qu'il doit marier sa fille. Et où ça? À Paris. Je vous laisse deviner le degré d'aliénation de notre président de la République, qui préfère aller marier sa propre fille devant un maire français, parisien, au détriment d'un maire béninois. OK? Et non seulement ça, il boycotte sa propre responsabilité. On ne gouverne pas un pays pour ses beaux yeux, pour ses caprices ou pour ses commodités. Il y a ce qu'on appelle des exigences de la charge que l'on incarne. Et ces exigences-là, on doit les défendre, on doit les exercer. Et justement, le chef de l'État a boycotté ce sommet de Kigali. Par la suite, il y a eu un sommet également à Addis Abeba. Il n'est pas allé, arguant du fait que qu'est-ce que ça va me rapporter. Donc, vous avez eu comme ça une série de laisser-aller, de mépris, d'arrogance du chef de l'État par rapport à la diplomatie béninoise, alors que le président Yahi avait incarné cette diplomatie-là, l'a portée vraiment à un très haut niveau, où en 2012, il fut même élu par ses pairs comme étant le président en exercice de l'Union africaine pour une année. Et on a vu le président Boni Yahi sur tous les fronts diplomatiques et de médiation au niveau africain. C'est vrai, monsieur Dessous, que le président Yahi Boni était hyper actif sur le plan diplomatique. Ils n'ont comparé à le président Talon. Mais néanmoins, vous regardez par exemple, il y a eu des décorations au ministre Wadaï sur le plan international et il y a eu beaucoup d'octrois en matière de devises au Bénin. Mais est-ce que ça paraît un peu paradoxal si pour autant il était si isolé? Est-ce qu'on peut dire que l'isolement est dû pratiquement à la témérité ou soit l'option individuelle d'un homme où ses puissances voient le peuple en tant que victime ou en tant qu'entité à ne pas vraiment ignorer. Ça dit tout ce que je veux dire ici. Le mal est individuel ou c'est pratiquement une responsabilité collective du pays
Écoutez, votre question sous-entend plusieurs éléments. Vous avez parlé de la décoration de M. Ouadani. Je dois vous dire que, en répondant à cette question, que si vous-même vous payez un certain nombre de médias, on peut vous décorer. OK? Donc, nous savons comment ça fonctionne tout ça. Et dois-je vous rappeler également qu'au tout début de son mandat, le président Talon a eu une décoration en griffe d'un institut Mandela totalement fictif à Paris pour ces réformes qu'il a initiées. Et lorsqu'on a commencé à enquêter sur cet institut, et nous avons vraiment interpellé cet institut, on a constaté que leur processus de désignation du président Talon ne reposait sur aucune base objective et que cela participait en réalité d'une communication politique pour gagner quelques contrats ça et là. Nous savons comment ça fonctionne, tout ça. Mais la question n'est pas là. La question aujourd'hui, c'est celle des conséquences pour notre pays. Voilà, je voulais arriver là. Quelles sont les conséquences? Les véritables conséquences de cet isolement diplomatique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le régime va progressivement vers une forme d'asphyxie sur le plan financier au niveau international. Comment? Vous avez la plupart des pays donateurs comme la France, les États-Unis et un certain nombre de pays européens qui vont progressivement, suite à vraiment cette situation de crise politique dans laquelle nous sommes, progressivement revoir leur coopération avec le Bénin. Cela participe des conditionnalités politiques dont je vous ai parlé. Vous avez aussi au niveau de l'Union européenne. Je dois vous rappeler que l'Union européenne, pour vous montrer combien le régime est actuellement isolé, l'Union européenne et la France et les pays occidentaux, lorsque Agbenonsi, le ministre des Affaires étrangères, a organisé une réunion à Cotonou un peu avant les élections pour faire le point de l'évolution de la situation électorale, cette réunion a été boycottée par l'ensemble des diplomates européens. Seuls les diplomates africains ça, c'est intéressant. Allez-y. Seuls les diplomates africains y ont assisté. De l'autre côté, vous aviez également le fait que il y a une manifestation qui est d'ordinaire organisée par l'Union européenne au Bénin, qui s'appelle la Semaine de l'Europe. L'Union européenne a annulé les festivités. Et je viens de vous rappeler aussi que dernièrement à Cotonou, le responsable de l'Union européenne à Cotonou, au Bénin, a critiqué et tensé vertement la criette et la situation politique dans le pays. Et donc, au plan diplomatique, ce sont des messages qu'il faut prendre très, très au sérieux. Ce sont généralement, vous savez, ces institutions-là fonctionnent par gradation. Et progressivement, elles vont revoir un certain nombre d'engagements financiers avec le Bénin et vont commencer à suspendre un certain nombre d'accords de coopération qui lient leur pays ou bien leurs organisations et le Bénin. Il n'en est peut-être pas de même au niveau des institutions africaines, mais les positions et les condamnations de principe sont déjà en soi une victoire. Lorsque vous voyez la CEDEAO condamner ce qui se passe au Bénin, à l'issue du dernier sommet qui a eu lieu en fin juin à Abuja, c'est une victoire pour la diaspora béninoise et surtout pour les forces patriotiques de ce pays. Vous avez également l'Union africaine. Ce n'est pas rien, ces condamnations. Parce que généralement, au nom du principe de subsidiarité, qui est en fait un principe d'efficacité dans la résolution des crises, vous avez la plupart des dirigeants occidentaux ou même des Nations Unies qui délèguent la résolution des crises à ces institutions sous-régionales ou africaines. C'est ça. OK. Et c'est pour cela que le président Boari a été mandaté pour régler cette crise, qui avait vu la séquestration du président Boni Yayi, à qui je rends hommage pour son combat contre l'arbitraire et la dictature de Patrice Talon. Donc, ne crions pas victoire trop vite. Nous sommes dans un processus qui a cours, qui va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais qui va aboutir inéluctablement
à la mise au ban totale de ce régime. Et à partir du moment où ces institutions, ces organismes internationaux mettent au ban un dirigeant, un régime, qui a besoin des financements extérieurs. Je vous rappelle que le Bénin aujourd'hui n'exporte grosso modo que le coton. Mais le coton béninois aux mains d'une mafia financière et foncière, autour du chef de l'État et pour le chef de l'État. Donc, le coton béninois aujourd'hui, quand il est exporté, même lorsqu'il y a des surproductions, ne profite pas au peuple béninois. Ça rentre dans les poches de Patrice Talon. Donc, mais Monsieur Dossou, en voyant tout ça... Permettez-moi de finir juste de chuter sur cet élément pour dire que aujourd'hui, tous ces éléments-là, ces difficultés d'ordre diplomatique et politique au plan interne, mais aussi au plan international, vont concourir à isoler ce régime et l'amener progressivement à soit de revoir sa position, soit à chuter. Il n'y a pas d'autre issue. Oui, mais Monsieur Dossou, et vous avez bien reconnu que c'est pratiquement cet isolement, on peut qualifier, on peut dire que c'est un isolement de principe. Et est-ce que cela va rester comme ça ou, comment dirais-je, c'est une farce au niveau des pays dans ce Conseil des Nations? Sinon, on voit quand même qu'il n'y a pas longtemps, l'Inde, à travers son président, a quand même reconnu le Parlement béninois. Donc, l'Inde, c'est quand même un géant. Et donc, comment vous expliquez cela si aujourd'hui, il y a, je reviens sur ça, et donc, comment voyez-vous très rapidement l'arrivée du président indien qui a parlé devant quand même ce Parlement est très, très controversé et nommé. Vous avez la parole. Oui, monsieur Aruna, vous devez comprendre une chose. L'Inde, c'est un pays émergent. L'Inde, c'est une puissance également diplomatique internationale. Mais l'Inde également, c'est une grande démocratie. C'est une très grande démocratie. Et lorsque les pressions vont s'accentuer sur ce régime, l'Inde n'aura d'autre choix que de se ranger du côté des principes, parce qu'elle-même, elle est une démocratie. Je pourrais avoir un avis beaucoup plus nuancé en ce qui concerne la Chine ou la Russie. Mais généralement, la Chine et la Russie, c'est vrai, si elles ne font pas des questions liées aux droits de l'homme et à l'état de droit et même à la démocratie, des questions de principe dans leur négociations diplomatiques ou dans leur action diplomatique, il n'en demeure pas moins que les pressions des sociétés civiles, les pressions des mouvements politiques et les pressions même d'un certain nombre d'instances sous-régionales pourraient amener les Chinois et les Russes à revoir leur copie. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, je tenais à apporter une précision sur les questions de principe dont j'ai parlé. Les questions de principe en ce qui concerne l'isolement du régime ne concernent que la CEDEAO, l'Union africaine. Et donc les instances africaines. Mais je veux dire, en ce qui concerne les pays occidentaux, ou même les instances occidentales, l'Union européenne et tout ça, leur réprobation, leur condamnation peut aller jusqu'à des sanctions, voire des suspensions de coopération financière avec le Bénin. Et même, on peut jusqu'à aller à isoler un dirigeant, le sanctionner. On l'a vu avec le Zimbabwe, etc., les retraits de visa, et il y a un certain nombre d'actions. Évidemment, nous n'allons pas demander à l'Union européenne de prendre des armes, de venir envahir le Bénin. Mais dans le cas d'une coopération et dans le cadre des conventions internationales, je vous rappelle que le Bénin est lié à l'Union européenne par les conventions dites, les conventions Afrique, Caraïbes et Pacifique, les accords ACPUE. Et dans ces accords ACPUE, depuis 1985,
il y a une conditionnalité politique qui est liée à la promotion de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance que la plupart de nos États ont ratifié. Et lorsque vous ne respectez pas ces questions-là, ces engagements que vous-même vous avez pris, vous pouvez aller jusqu'à subir un certain nombre de sanctions et même des retraits en ce qui concerne des modes de coopération qui ont été déjà enclenchés. Mais nous ne devons pas perdre de vue que ça, c'est la dimension au niveau international. Mais il appartiendra au peuple béninois, à la diaspora béninoise, aux acteurs politiques béninois, de libérer leur propre pays de cette tyrannie-là et de ce gouvernement. On aborde alors les solutions. Allez-y alors. Donc, comme solution, ça c'est une manière de venir, de redonner les lettres, ces lettres de noblesse au pays. C'est-à-dire, il appartient au peuple de marcher, il appartient à la société civile d'être beaucoup plus impliquée, il appartient à l'opposition. Donc, comment la société interne béninoise peut vraiment remédier à cela si c'est une partie de la solution pour vraiment que le Bénin puisse rentrer dans le Conseil des Nations. C'est quand même 30 ans de démocratie qui est foutu en l'air. Exact, exact. Alors, Monsieur Aruna, vous convenez avec moi qu'il y a un dicton ordinaire qui dit que lorsque la musique change, les pas doivent également changer. C'est ça. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un régime totalitaire. Il est clair que dans un régime totalitaire, vous ne pouvez plus fonctionner comme si vous étiez dans une société démocratique ordinaire, ce que nous avons connu entre 1991 à 2016, parce que 2016 marque la fin de l'état de droit et du processus démocratique né à la faveur du renouveau démocratique. À partir de 2016, nous assistons clairement à une liquidation, à une décomposition planifiée et organisée du processus démocratique. Alors, comment y remédier? Vous convenez avec moi que je ne mettrai pas à la disposition de ceux qui nous écoutent un certain nombre d'actions ou de stratégies ou même d'éléments si je les avais. Mais il est clair que nous ne disposons pas de baguette magique. Il appartiendra aux forces patriotiques, à la diaspora, aux partis politiques, aux Béninois dans leur entièreté, de mobiliser pour chasser cette tyrannie-là et ce clan mafieux qui a pris en otage la démocratie béninoise et surtout notre état de droit. Voilà. Donc ça veut dire qu'en clair, ça dit la solution c'est quoi? C'est la reprise de nouvelles élections législatives, c'est le retour des exilés politiques et tous ceux qui ont été enfermés de façon anarchique, et c'est pratiquement le rétablissement de toutes ces lois qui briment la liberté du citoyen béninois. Donc, au fait, nous revenons à la case de départ, c'est-à-dire qui dit que vraiment il faut libérer le pays, il faut vraiment libérer pour qu'on puisse avoir nos acquis démocratiques chèrement acquis lors de la conférence nationale des forces vives de la nation. Donc, et c'est là encore la grande problématique. Donc, la problématique, si je vous comprends, revient au peuple, à l'autodétermination, du peuple béninois pour retrouver, comment dirais-je, sa démocratie. Donc, ça, c'est, on peut dire, est-ce qu'on peut dire que c'est une partie de la solution ou l'autre partie, c'est peut-être un boycott très poussé
Et nous allons discuter de ça dans la deuxième partie. Est-ce que c'est un boycott ou continuer l'isolement jusqu'à ce que le gouvernement en place puisse revoir sa copie et dire que vraiment, j'ai déjà perdu du temps à ce pays, donc il faut que je revienne à de nouveaux sentiments. Parce que nous avons deux solutions ici où les deux vont de pair. Vous avez la parole. Exactement. Non, je crois que vous avez donné vraiment des pistes de solutions, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Les deux piliers sur lesquels fonctionnait la conférence nationale des forces vives de la nation, qui était souveraine, c'était le pilier du consensus au plan interne et le pilier de l'appui diplomatique sans faille au niveau international. Je vous rappelle qu'en 92 ou en 93, si ma mémoire est bonne, le vice-président des États-Unis, Al Gore, était au Bénin. Oui. Soutenir et porter le régime du président Soglo. Président Soglo qui a incarné vraiment un nouveau leadership à partir des années 90, 91, quand il devient officiellement chef de l'État et président démocratiquement élu. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que chaque composante doit jouer sa partition. À la fois la composante de la diaspora, qui doit, à travers des interpellations, des actions fortes, du lobbying, et puis même des plaintes au niveau d'un certain nombre d'institutions qui sont en lien avec le gouvernement béninois, et même les entreprises qui osent travailler avec ce régime, qui est un régime totalitaire, tyrannique. Il y a des actions, il existe des jurisprudences en la matière. Je vous rappelle qu'il y a un principe en droit international qui voudrait que lorsqu'un régime contracte des dettes qui servent non pas à développer un pays, mais plutôt à enrichir une oligarchie et une tyrannie contre les intérêts légitimes du peuple, cette dette peut être déclarée de dette odieuse. Et au nom de ce principe, l'Amérique latine a eu beaucoup d'annulations de dettes au niveau des juridictions internationales parce que la plupart de ces dettes-là ont soit été contractées par Pinochet ou par un certain nombre de dictatures en Amérique latine. Donc, c'est des jurisprudences, ce sont des outils qui existent au plan international. Vous avez également des interpellations contre les entreprises qui travaillent avec le gouvernement illégitime du président Talon. Même si le gouvernement Talon est arrivé au pouvoir de façon démocratique, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il a perdu toute légitimité à incarner véritablement l'état de droit, la démocratie et surtout le bien-être des Béninois. C'est ça. Sa gouvernance est caractérisée essentiellement par 2 ou 3 éléments. Vous avez l'instauration de la violence arbitraire, criminelle comme mode de gouvernance. Et ça, c'est les plaintes contre des paisibles populations, c'est des opposants qui sont traqués, ce sont des entreprises qui sont arbitrairement fermées, ce sont des médias qui sont fermés, ce sont des partis politiques qui sont détruits, c'est le pluralisme qui est sabordé. Donc vous avez déjà ce premier élément-là qui est vraiment un des principes sur lesquels le gouvernement fonde sa méthode de gouvernance. Mais vous avez également la kleptocratie au niveau du pouvoir. C'est-à-dire que le vol des deniers publics aujourd'hui par la mafia financière et foncière qui a pris en otage le peuple béninois est aujourd'hui véritablement une évidence partagée même dans les écoles maternelles de Cotonou. Vous allez à Cotonou, nos petits-enfants, ils savent clairement que les dirigeants qui sont au pouvoir, ce ne sont qu'une bande de voleurs et de prédateurs. Non, mais non, monsieur Dossoukou, il ne faut exagérer. Écoutez, nous parlons de faits. Nous parlons de faits qu'on peut attester. Lorsqu'un gouvernement vient et
Et les toutes premières semaines, des milliards sont sortis frauduleusement des caisses de l'État pour approvisionner les sociétés du chef de l'État, alors que les affaires sont en justice. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Moi, je l'appelle de la prédation et du vol des deniers publics. Lorsque le chef de l'État remet en selle le PVI et même Bénin Contrôle, au mépris même du Code des marchés publics, il aurait été inspiré de lancer un appel d'offres. Il n'a pas fait. Tout cela participe du pillage des ressources et surtout de l'accaparement des ressources par un clan qui est au pouvoir et surtout au profit des sociétés du chef de l'État. Tout ce dont nous disons, la presse internationale, les médias internationaux, les acteurs politiques, des ONG, la société civile l'a sérieusement documenté. Ce n'est pas une invention d'Olivier Dossou. Vous avez tous les rapports qui sont là, les plaintes même au niveau des juridictions internationales. Ensuite, vous avez également un troisième élément sur lequel le gouvernement, son action, c'est véritablement ce qu'il appelle tenir les grands électeurs. Et ça participe de ce que nous appelons, nous autres, un pacte de l'immoralité. Et ce pacte de l'immoralité-là fonde des liens, presque vraiment des liens mafieux, qui lient un certain nombre d'institutions béninoises qui trahissent leur serment pour servir la cause d'un homme. Vous prenez le Parlement béninois sous Ngouedji, il n'y a eu aucune interpellation. Le Parlement est sorti totalement de ses prérogatives, qui sont essentiellement trois. Contrôler la... Mais aujourd'hui, Ngouedji est en train de se rebeller. Bon, Ngouedji se rebelle, ça c'est autre chose. Donc, pour rapidement revenir et chuter là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il appartient à l'ensemble des forces vives de la nation. Nous revenons à la case départ de 89-90. D'accord. Et nous sommes en train d'aller... Nous sommes en train d'aller vers une faillite économique du régime qui va précipiter sa chute politique. Parce qu'aujourd'hui, les régies sont complètement au rouge, puisque le PVI et puis Bénin Contrôle et l'ensemble de l'argent qui rentre au niveau des cordons douaniers, ça n'entre pas dans les poches de l'État, c'est au niveau du PVI. Parlant de cordons douaniers, et nous avons épuisé le temps pour la première partie, nous allons tout de suite aller au niveau de la seconde partie parce que vous avez sorti un mot très important et une expression cordon douanier. Donc, ça nous plonge directement dans la seconde partie de cette émission qui, en premier point, va parler de la fermeture des frontières bénino-nigériennes. Alors, monsieur l'analyste politique, tentons vers une asphyxie économique du pouvoir dit de la rupture, quand on sait que ce pouvoir battait déjà des ailes économiquement, comme vous l'avez illustré. Et donc, je vous laisse la parole pour nous dire vraiment la conséquence de tout ça là est pratiquement ce que vous venez de dire. Donc, quelle est cette conséquence? Parlez-nous vraiment de ce que le Bénin sera demain si cette fermeture des frontières bénino-nigériennes perdue. Vous avez la parole. Merci, M. Aruna. Alors, en ce qui concerne cette fermeture, il faut d'abord observer que un peu quelques mois avant le départ du président Boni Yayi, le Nigeria faisait face déjà à une grave crise économique qui était liée essentiellement à la chute des cours du baril, qui est sa première source de revenus et de devises. Et ça a entraîné immédiatement une crise économique très grave au niveau du Nigeria. Et suite à cette crise économique, le gouvernement de Buhari a pris des mesures hardies qui sont essentiellement de 2 ou 3 ordres. C'est vraiment construire une économie dite vraiment fondamentale. Pour rendre un hommage à mon ami Bertin Corvi, et pour qui nous avons une pensée affectueuse. Absolument. Et donc, ça passait également par une politique de filets sociaux pour les plus vulnérables.
Et ensuite, en troisième point, vraiment une politique de grands travaux. Et donc, tout ce package-là, le président Boari l'a appelé le New Level. That's right. Le New Level, où il devait aller vers vraiment la construction d'une économie solide pour le Nigeria. Parce que le Nigeria, aujourd'hui, est un géant au pied d'argile. C'est grosso modo la première économie africaine avec un PIB qui, peu ou prou, avoisine les 400 milliards de dollars US. Mais de l'autre côté, il ne dépend pratiquement à 90% que des revenus du pétrole. Et quand ce pétrole-là chute au niveau international, l'économie est sinistrée. Donc, depuis plusieurs mois, on a par exemple des hommes d'affaires comme Dangote qui ont initié une grande raffinerie pour aller vers vraiment l'autonomisation du Nigeria en matière de carburant et construire vraiment une autosuffisance à la fois au plan économique, énergétique et au plan politique. Parce qu'au plan politique, le Nigeria a réglé son problème politique. Depuis 1966, avec le renversement de Murtala Mohamed, vous avez une dictature qui s'est succédée à la tête du pays avec des intermèdes de démocratie, avec le président Shonekan qui sera plus tard renversé. Mais à partir de 1999, avec l'arrivée au pouvoir du président Obasanjo, le Nigeria a définitivement réglé la question de la stabilité politique. Et ce qui leur reste à construire aujourd'hui, c'est vraiment un pôle économique très puissant, centré sur une industrialisation de son économie et surtout une distribution vraiment des richesses à la population qui également connaît des difficultés économiques. Donc, fort de tout ça, il y a eu plusieurs messages. Déjà à partir de août 2016, les autorités nigérianes ont interpellé les autorités béninoises en leur disant que désormais, on n'accepterait plus la réexportation vers leur pays. C'est-à-dire la contrebande, quoi, ce qu'on appelle en anglais smuggling. Voilà. Il y a à la fois la contrebande, mais ça passait aussi officiellement au niveau des postes frontaliers de Sémé et de Idiroko. Oui. Mais le problème, c'est qu'à partir de août 2016, le gouverneur de la Banque centrale, par exemple, réduisait les devises aux hommes d'affaires nigériens pour importer des produits du Bénin et tout ça. Donc, ils ont commencé à favoriser petitement leur économie locale, leur production locale en ce qui concerne la volaille, l'agriculture, etc. Mais le Bénin, de son côté, n'a pris aucune mesure. Pourquoi? Parce que depuis, grosso modo, les années 70, le Bénin a toujours vécu comme un État entrepôt, pour paraphraser vraiment le professeur John Ige, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui faisait que le Nigeria était une sorte de dépotoir pour les produits béninois. Donc, qu'on importait d'Europe, qu'on réexportait vers le Nigeria. Mais ensuite, il y a eu également la seule période où le Bénin a connu une stabilité économique et financière. C'était dans les années 73-72. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, le cacao nigérien, du fait de la guerre civile au Nigeria, au niveau des Ibo, et puis avec l'État fédéral, ce qu'on appelle la guerre du Biafra, la plupart des produits d'exportation du Nigeria passaient par le port de Cotonou. Et ça a généré beaucoup d'argent dans les caisses de l'État sous la Révolution, à partir de cette période-là. Donc, c'est la seule période où la balance commerciale du Bénin était excédentaire. Après ça, nous avons connu de graves difficultés. Et puis les Nigériens aujourd'hui, ils sont dans une autre perspective stratégique, qui est celle aujourd'hui de véritablement construire un État fort. Et cela passe par vraiment un assainissement de leur politique publique en ce qui concerne tout ce que je vous ai expliqué. Mais de l'autre côté, le président Boari également, il a joué les médiateurs dans la crise béninoise. Ah, donc vous voulez dire qu'il y a une liaison, il y a une relation? Et dans cette fermeture, c'est aussi politique, cette mesure? On peut ne pas vraiment occulter cette dimension, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure,
Le président Talon aujourd'hui fait face à un isolement diplomatique partout, excepté la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Dans la sous-région, aucun chef d'État ne le porte, n'a d'estime pour lui. Le reste, ce sont des relations, j'allais presque dire, de cordialité entre États. Mais sinon, il ne fait rien pour véritablement tisser des liens à la fois fraternels, mais aussi diplomatiques avec la plupart des États de la sous-région. Donc, il est quasiment isolé au niveau de la sous-région. Mais monsieur Dossou, allez-y très rapidement, mais ça va asphyxier le pays. Et comment dirais-je, la fermeture des frontières, quand on sait que notre, comment dirais, le budget est pratiquement fiscal et le plus grand, comment dirais-je, pourvoyeur de cette fiscalité reste le Nigeria à travers nos frontières. Mais comment ça peut se justifier? Et nous ne parlons même pas de l'informel. Je veux parler de ce que nous appelons paillon, le frelaté. Donc c'est quand même une explosion sociale qui est en train de se préparer. C'est une bombe atomique. Oui, c'est-à-dire que ce que vous dites m'amène à avoir une réflexion. Est-ce que le pouvoir de Talon ne procède pas d'un autre pacte de type diabolique? Pourquoi nous disons cela? Parce que depuis qu'il est arrivé, le pays ne vogue de fléau en fléau. Souvenez-vous des casses arbitraires qu'il y a eu au Bénin, avec des milliers de personnes. Ça a détruit l'économie du Bénin, ce qu'on appelle l'économie populaire. Mais d'autres parlent d'économie informelle. En ce qui concerne le Nigeria et cette fermeture, vous avez peu ou prou 50 000 personnes qui vont être impactées directement, qui vivent du paillon, qui vivent de la contrebande. Et ces 50 000-là, vous le multipliez par au moins 5-6 personnes qui vivent des activités liées à ces revenus tirés de ces activités de contrebande, vous avez au bas mot, au moins 300 000 personnes qui vont être impactées par ça. Absolument. C'est ça. Et donc, nous sommes en train d'aller vers une explosion de la misère sociale et vraiment de la faim au Bénin. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que le gouvernement aujourd'hui n'a pas de politique économique. Le PAG qui a été lancé... Mais on va vous parler du PAG? Oui, le PAG a été lancé à coût de milliards. Mais dans la structure, dans le montage financier du PAG, 78% des revenus du PAG ou des montants d'investissement doivent prévenir du secteur privé, essentiellement occidental et tout ça. Mais aucun investisseur sérieux ne se bouscule. Pourquoi? Et ça ramène au premier thème. Tout simplement parce que le président Talon est isolé. Il est isolé pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne... Reculez un peu derrière, monsieur Dossou, s'il vous plaît. Merci. Il est isolé parce qu'en ce qui concerne le climat des affaires, le Bénin ne respecte pas un certain nombre de décisions de justice. J'en veux pour preuve les décisions au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Le Bénin, en ce qui concerne M. Sébastien Adjavon, ça n'a jamais été respecté. Or, M. Adjavon, il est interconnecté dans un relationnel au niveau international par des patronats, par du monde de l'entreprise. Et vous voyez comme ça un homme d'affaires aussi influent, traité de la sorte, dont on ferme les sociétés de façon arbitraire, mais vous avez automatiquement dans le milieu économique international, aucun opérateur économique sérieux ne viendra investir au Bénin. Absolument. Et de l'autre côté, je vais finir là-dessus, vous avez aujourd'hui un élément fondamental qui est un différentiel entre la classe politique qui est au pouvoir, ce que je qualifie de mafia financière et foncière, qui est au pouvoir là, qui n'a pas du tout d'éthique en matière de développement, de gouvernance. Ils sont mus par l'accaparement des biens publics. Or, les élites nigérianes qui sont là ont à cœur de rehausser vraiment
l'économie de leur pays dans une perspective géopolitique. Le Nigeria doit jouer désormais dans la cour des grands et ils sont, même au plan diplomatique, ils souhaiteraient par exemple avoir un droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, le Nigeria est aujourd'hui, en ce qui concerne un certain nombre de crises, en ce qui concerne un certain nombre de dynamiques, la lutte contre le terrorisme, le Nigeria est sollicité. Vous avez le président Buhari, les États-Unis, la France l'ont sollicité pour la crise béninoise. C'est ce qui a fait qu'en juin dernier, le président Talon a été convoqué et sermonné à Abuja. Mais ne dites pas qu'il a été sermonné. C'est quand même celui qui, devant les rois, a dit devant les rois que, mais vous savez, Majesté, vous savez que je n'ai peur de rien. Vous savez, c'est ce qu'il a dit devant les têtes couronnées. Donc, quelqu'un comme ça ne peut pas être peureux devant Buhari et d'autres chefs d'État. C'est quand même le Agbonon. Oui, c'est le Agbonon. J'aime bien votre sourire quand vous le dites. Mais un Agbonon qui a peur des élections compétitives, qui chasse toute la concurrence politique à l'international, est-ce qu'il est toujours un Agbonon? Je vous laisse répondre à la question. D'accord, donc, mais mon cher invité, mais voilà cette épée de Damoclès. Je parle de la fermeture. Est un gouvernement qui se caractérise par un degré d'inhumanité jamais atteint au Bénin, où on va jusqu'à profaner les morts. On profane les morts qui ont déjà été abattus de façon arbitraire et criminelle en mentant sur les causes de leur décès. C'est complètement abject, c'est indécent. C'est contraire même à nos coutumes et à nos traditions. Parce que ces morts ont besoin de beaucoup plus de calme, de décence pour pouvoir reposer en paix. Et les familles doivent faire le deuil de leurs enfants, de leurs parents. Mais le gouvernement les en a privés par une gouvernance dite de la ruse et de la rage. Cette gouvernance-là est une gouvernance qui a montré ses limites. Il appartient au peuple béninois, aux acteurs de la société civile, aux amis du Bénin, aux forces politiques, patriotiques, je dis bien patriotiques, de prendre leurs responsabilités en main pour libérer notre pays du joug de la tyrannie, de la mafia financière et foncière qui a pris en otage ce pays depuis 2016. Mais on peut revenir bien en arrière depuis au moins 20 ans avec ce qu'on appelle dans la politique internationale l'état profond. En réalité, le gouvernement Talon, depuis au moins 20 ans, a instauré un état profond dont les tentacules s'étendaient quasiment à tous les régimes, mais avec une acuité durant la gouvernance du président Boni Yayi, qui a failli être assassiné. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est même un ancien magistrat, en l'occurrence le juge Pamphile Oussou. Angelo Oussou. Angelo Oussou. Le juge Angelo Oussou. Donc, c'est vous dire la nature de l'homme que nous avons à la tête de notre pays aujourd'hui. Monsieur Olivier Dossou, nous allons finir cette émission, mais tout de suite, une seconde, on va revenir sur ce point. Aujourd'hui, il y a eu des guettissements rebis, et cette fois-ci, cela se passe à Ouaklodi. Votre mot de fin pour conclure l'émission. Alors, lorsque le cycle des déguerpissements avait commencé en 2017, le ministre du cadre de vie, José Tonato, disait « c'était pour rendre attractif Cotonou et attirer les investisseurs ». Je voudrais lui demander de façon publique et solennelle aujourd'hui de nous dire, 2 ans plus tard, combien d'investisseurs ils ont attirés et est-ce qu'ils ont rendu Cotonou et les villes du Bénin Singapour? La question est non. Par contre, ils ont appauvri littéralement tout le peuple béninois. Les casses qu'il y a eu à Plakodji et autres participent de la même logique, de la déshumanisation du peuple béninois.
par des politiques brutales, violentes, arbitraires, scélérates, le tout dans un corpus législatif qui vise véritablement à instaurer un totalitarisme au plan politique. Pour une seule raison, confisquer le pouvoir et rendre esclave le peuple béninois. C'est pas moi qui le dis. À quelle fin? À quelle fin? C'est pas moi qui le dis. Le président Talon avait une très meilleure phrase lorsqu'il a prononcé son speech devant le G20 Compact Africa en Allemagne à Berlin en octobre 2018. Il a dit: désormais au Bénin, on peut licencier et verser tout au moins, tout au plus, 3 mois d'indemnité. On a réduit les grèves, etc. Mais il y a eu un tollé dans la salle. En réalité, ils voudraient instaurer un état d'esclavage au Bénin et rendre les populations béninoises corvéables à merci, uniquement pour conforter ces entreprises. Puisque lui-même, il a dit le 20 mai 2016, je ne pense qu'à moi, je ne pense qu'à mes entreprises. Mais le pays lui a tout donné. Il a tout, il est riche. Mais, monsieur Aruna, le pays lui a tout donné, mais il est riche, etc. Mais vous connaissez la cupidité du capitalisme. OK? Vous avez aujourd'hui aux États-Unis, vous voyez les grandes multinationales, elles veulent toujours plus. OK? Mais par contre, il faut évidemment asphyxier le travail pour augmenter les marges du capital. Ça passe par la destruction du code du travail, la destruction d'un certain nombre d'acquis sociaux. C'est ce qui s'opère aujourd'hui au Bénin. Donc le Bénin s'inscrit dans cette vague-là de mondialisation néolibérale avec en arrière-plan les politiques du FMI et de la Banque mondiale qui organisent, si vous voulez, le cadre politique et philosophique pour la dérégulation des États et des politiques publiques. Waouh! Quel débat! Un débat fascinant. Et vous avez vu, on a fait ce qu'on appelle un overtime. Je présente toutes mes excuses à mon réalisateur, tout simplement parce que la qualité du débat et vraiment mon vis-à-vis, c'était fascinant. Vous avez remarqué tout le temps que j'ai voulu clôturer l'émission. Il me donne l'envie, je le pousse à beaucoup plus m'éclaircir et je pense que je suis vraiment satisfait et je pense que mes internautes sont vraiment satisfaits par rapport à la pertinence de nos analyses. Et vraiment, Monsieur Dossou, je vous remercie vraiment pour votre participation à cette émission et c'est sûr que nous allons nous retrouver plusieurs fois sur ce plateau de Tempo Afrique TV. Je vous remercie vraiment pour la disponibilité. C'est la fin de cette émission. Macky Sall, mon réalisateur, merci. Et c'est sûr que tu ne vas pas m'en vouloir pour ce overtime. Merci beaucoup, chers internautes. Merci, mon cher invité, Monsieur Dossou. Good job. Thank you. Thank you, Monsieur Aruna. Au plaisir.